On parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a une autre réaction qui est l'éco-énervement ou l'éco-colère. Les alertes, les constats, ils datent pas d'aujourd'hui et les questions, climatiques, d'effondrement de la biodiversité, ce sont des choses sur lesquelles, les scientifiques se sont positionnés il y a très, très longtemps déjà. Avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. On n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Evraerts. Bonjour tout le monde, c'est parti pour un deuxième épisode de Déter, une série où l'on questionne la manière dont les médias couvrent le réchauffement climatique. Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de ma rencontre avec Michel Demullenard, chef adjoint du pôle Planète au journal Le Soir. Michel Demullenard couvre des sujets qui touchent à l'environnement, c'est-à-dire les sujets liés au climat, mais aussi à la transition écologique, la biodiversité, la préservation de la nature, etc. Après quelques échanges par mail, il m'invite à venir discuter à la rédaction du Soir, dans notre belle capitale, Bruxelles. Nous nous isolons dans une petite salle de réunion, je pose mon micro entre nous deux et l'entretien peut commencer. Quelques jours avant cette rencontre, je décide de stalker Michel Demullenard. Alors pour les plus âgés d'entre vous qui m'écouteraient, stalker, c'est espionner quelqu'un sur les réseaux sociaux parce qu'on est curieux ou qu'on l'aime bien. Bon, ici je n'ai pas espionné Michel Demullenard parce que j'avais un faible pour ce cinquantenaire grisonnant, je ne l'ai pas espionné non plus sur ses réseaux sociaux, mais plutôt sur le site du Soir. J'ai parcouru une trentaine d'articles rédigés par Michel Demullenard en début d'année 2025 et j'en ai tiré plusieurs conclusions. La première, plus de la moitié des articles rédigés étaient selon moi anxiogènes. Nous avons déjà évoqué cette question dans le premier épisode. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais lors de ma petite enquête, j'ai aussi relevé que sur les 30 articles, 25 avaient selon moi une connotation négative, voire très négative. Alors écoutons Michel Demullenard à ce propos. Vous auriez une prédiction ? Je pense qu'ils sont, pour la plupart, ils sont négatifs, certainement, parce que quoi qu'on en dise, si on parle du réchauffement du climat, les impacts sont pour la plupart négatifs, et s'il y a des impacts positifs, entre guillemets, ce sont des impacts passagers, et qui, par rapport aux impacts négatifs, pèsent de peu de choses. Alors effectivement, il y a 80% de vos articles qui étaient pour moi vraiment négatifs, et alors je me suis dit, ça doit pas être facile finalement d'écrire tous les jours sur des sujets négatifs. Donc ma question c'est un peu, en tant que journaliste du pôle Planète, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous tenez le coup finalement ? Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Après, il faut juste, en tant que journaliste, exposer les faits. En l'occurrence, le réchauffement du climat, le phénomène n'est pas un phénomène qui va dans la bonne direction. Pour autant, est-ce que c'est négatif ? C'est négatif globalement, mais c'est pas négatif journalistiquement. Le journaliste, il expose les faits tels qu'ils se présentent. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je ne m'occupe pas que du climat. Je n'écris pas que sur le climat. Donc j'écris aussi sur la biodiversité, j'écris aussi sur tous les articles liés à la transition énergétique, environnementale, sociale, etc. Dans tous leurs aspects, qu'ils soient scientifiques, technologiques ou politiques. Donc c'est une couche en plus. Disons que les nouvelles sur la biodiversité, par exemple, elles ne sont pas non plus extrêmement réjouissantes. Est-ce que ça me déprime ? Ça peut effectivement déprimer, ça peut aussi mettre en colère. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a une autre réaction qui est l'éco-énervement ou l'éco-colère. Les alertes, les constats, ils datent pas d'aujourd'hui. Et les questions climatiques, d'effondrement de la biodiversité, ce sont des choses sur lesquelles les scientifiques se sont positionnés il y a très très longtemps déjà. Et ce qui est un petit peu
décevant, c'est que tout ça n'a pas été vraiment pris au sérieux, ou bien on a trouvé toute une série d'arguments possibles et imaginables pour retarder l'action, pour retarder la prise de mesures, etc. Et si aujourd'hui on est dans la situation où on est, c'est quelque part parce qu'on en est responsable. Et donc ça, c'est pas toujours très agréable à intégrer. Le troisième constat que j'ai pu faire en me plongeant dans les articles de Michel Demulhenard, c'est que quand les articles concernent le climat, ils réexpliquent presque systématiquement la situation du réchauffement dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce qu'il faut le rappeler à chaque fois? Je pense que globalement, oui, parce que c'est un des éléments dans un article sur le climat, c'est forcément un des éléments fondamentaux que d'indiquer que toutes les mesures montrent que la température augmente et qu'on est à un réchauffement important par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, c'est assez évident. Au-delà de ça, les articles sur le climat, ils portent sur beaucoup de choses. Ils peuvent porter sur l'étendue de la glace de mer, ils peuvent porter sur les impacts sur la biodiversité, ils peuvent porter sur les questions économiques, les questions politiques. Donc, je dirais que c'est important de dire que le réchauffement existe, mais après, c'est pas toujours le centre, le cœur de la question. Le cœur de la question, il est parfois ailleurs. Donc, il faut se concentrer sur les éléments essentiels des articles en question. Le dernier constat que j'ai pu faire en stalkant Michel Demulhenard est assez intriguant. Je n'ai trouvé qu'un seul article sur les 30 qui exposait des solutions aux problèmes climatiques. Pour mettre un peu de la lumière dans vos articles, il y a le journalisme de solution. Est-ce que vous croyez au journalisme de solution? Est-ce que vous pensez que c'est une des manières peut-être plus intéressantes de traiter du sujet? Alors, je trouve que la question est pertinente. Pour mettre de la lumière. Moi, je pense que je mets de la lumière en expliquant les choses dans tous leurs aspects, y compris dans les aspects dont on peut dire qu'ils sont négatifs, qui sont déprimants, qui mènent à l'éco-anxiété. Mon premier travail, c'est justement de faire la lumière, mais de faire la lumière sur tout. Et de ne pas venir comme une espèce de prophète habillé d'un linceul blanc en disant « tout va bien se passer, embrassons-nous et l'avenir est radieux ». Non, il faut, je pense que la première réponse à l'angoisse, à l'éco-anxiété, etc., même à la dépression éventuelle de certaines personnes, c'est de savoir, c'est d'être au courant, c'est d'avoir l'information. Dans l'équipe de cette personne où je travaille, il y a d'autres personnes qui s'occupent de l'énergie, de la mobilité, de l'agriculture, etc. J'ai par exemple un collègue qui s'occupe de l'agriculture et qui fait très régulièrement des articles sur l'accès à la terre pour les agriculteurs, qui fait régulièrement des articles sur le bio évidemment, mais aussi sur l'agroécologie. J'ai un collègue qui s'occupe de l'énergie et qui fait régulièrement des articles sur les énergies renouvelables. Donc les solutions, elles sont pas, je ne suis pas heureusement le responsable des solutions. Elles sont un petit peu partout et on essaye de les diffuser un peu partout. Alors, est-ce qu'on en fait assez? Non, on n'en fait pas assez, mais on n'en fait pas assez sur plein de choses. On n'en fait pas assez aussi pour mieux informer et mieux décrire la situation actuelle. On a encore beaucoup de choses à faire, on a des marges de progression importantes partout. Et donc, c'est une préoccupation qu'on doit garder en tête. Donc, on est bien conscient que l'aspect solution, c'est un aspect qui est important. C'est aussi une approche qui nous permet aussi de parler plus aux gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire à monsieur et madame tout le monde, qui, même dans leur coin, avec l'information dont ils disposent, ont décidé de préserver un espace vert, de racheter une forêt pour en faire une coopérative, de mettre en place des coopératives citoyennes. Les initiatives, elles sont partout, elles existent partout. Souvent, d'ailleurs, certaines se répliquent, elles se ressemblent très fort. Donc, pour nous, c'est évidemment, quand on en a fait une, on ne va pas les faire toutes non plus. Donc, c'est clair que c'est des choses qui sont importantes pour nous. On n'en fait sans doute pas assez, mais je trouve ce qui est réjouissant dans notre cas, c'est que c'est une préoccupation et c'est un peu le sens d'une réforme qu'on a faite au sein du journal il y a 2 ans. Il y a une volonté de rendre nos matières, les matières liées à la transition, au climat, à la biodiversité, etc., de rendre ces matières
beaucoup plus transversales et de les faire pénétrer dans les autres services. Et l'équipe du pôle planète, chez nous, est un petit peu le missi dominici de cette manière de faire, c'est-à-dire que c'est notre boulot d'incarner ces problématiques-là, qui sont vraiment au centre du projet rédactionnel. On incarne ces matières-là. On doit conscientiser nos collègues à l'importance de ces matières-là. Donc, on est effectivement des ambassadeurs. Et par ailleurs, on est aussi des références. Lorsque l'un ou l'autre décide d'écrire et qu'il arrive en contact avec des matières qui nous concernent, on est là pour l'aider, le renseigner, lui donner des contacts, lui donner des documents, éventuellement écrire des articles, etc. Par exemple, en l'exemple du film Don't Look Up, qui est paru il y a quelque temps sur les écrans. C'est clair que c'est un objet cinématographique, traité comme tel par ma collègue qui s'occupe du cinéma, mais par ailleurs, c'est un objet qui porte un message, c'est une parodie, c'est quelque chose qui est très en lien avec toute la problématique du climato-scepticisme, particulièrement américain. Et donc, forcément, je suis intervenu sur cette matière-là en faisant le tour d'une série de climatologues belges, en leur demandant « Tiens, est-ce que vous avez été voir le film, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, moi, j'ai publié à ce moment-là une page entière sur le film, mais sous l'angle du fond, sous l'angle de la parodie qu'il représente, alors que ma collègue l'avait traité sur le plan cinématographique. Cet exemple du film Don't Look Up, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore vu, illustre parfaitement le phénomène de transversalité dans les rédactions. Si vous avez bien suivi, dans l'épisode précédent de Déter, j'avais noté qu'il ne fallait pas isoler le sujet du changement climatique dans une et une seule rubrique. Et j'ai pu observer, en lisant le soir, qu'il y avait effectivement une envie de transversalité dans les sujets, qu'un journaliste du pôle planète pouvait collaborer avec un journaliste politique pour la rédaction d'un article. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement et que j'ai posée à Michel Demulhenard, c'est celle-ci. Cette transversalité est-elle facile à mettre en œuvre ? Alors, la transversalité, elle est facile nulle part. Moi, c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps parce que toutes les questions sur lesquelles je travaille, les problématiques de transition, sont forcément des problématiques transversales parce que ça concerne le social, l'économie, la technologie, la science, la politique. C'est pas parce que je m'occupe de l'environnement que lorsque ça devient politique, c'est plus mes oignons. Je m'intéresse aussi aux débats environnementaux qui ont lieu dans des enceintes politiques, dans des gouvernements, etc. Donc, c'est très important de faire ce lien-là. Alors, est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. C'est facile nulle part en réalité, parce que dans toutes les structures de notre société, que ce soit un journal ou que ce soit une entreprise ou que ce soit un gouvernement, on a toujours travaillé en silo. Et lorsque une problématique comme le climat, comme la transition impose de faire des liens et de faire travailler des gens ensemble, les gens ne sont tout simplement pas habitués. D'abord, 1, ils ne sont pas habitués. 2, certains n'ont pas la connaissance. 3, certains n'ont pas envie. Parce que ça les bouscule, parce que ça les oblige à discuter avec les autres, parce que ça implique qu'ils changent leur manière de fonctionner, etc. Donc, clairement, c'est facile nulle part. Mais je pense qu'un peu partout, on commence à se faire à l'idée et à se faire à cette nécessité de travailler ensemble. L'autre élément qui rend la transversalité compliquée, c'est que en fait, les questions de transition sont des questions extrêmement complexes. On a la tradition de dire que d'identifier certains sujets plus complexes que d'autres. En fait, les problématiques de transition sont des problématiques qui convoquent véritablement tous les aspects de la société. Et donc, même intellectuellement, même moi-même qui suis là-dedans depuis une vingtaine d'années, il y a des moments où je me dis, ouf, j'arrive à être confronté à des niveaux de complexité qui sont vraiment compliqués à appréhender et à traiter journalistiquement. Alors que c'est notre boulot d'être des médiateurs. Alors, est-ce que c'est facile au soir ? C'est pas plus facile au soir qu'ailleurs. Alors, ce qui facilite les choses, c'est que la question de la transversalité, elle était fondamentale dans le nouveau projet de journal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas un projet qui a été imposé par la rédaction en chef de l'époque, c'est un projet qui est né de la discussion des journalistes en interne. Et tous ont dit, les éléments de transition, les éléments climat, les éléments environnement, etc., ce sont des éléments cruciaux qu'on ne traite pas assez. Donc, constat intéressant, parce que ça ne venait pas de moi. Ça venait de moi aussi, mais ça ne venait pas de moi. Donc, les journalistes l'ont dit. 2, ils ont dit,
Et par ailleurs, la transversalité, c'est des éléments très importants, et particulièrement sur les questions de transition. Donc il y a eu quelque part une prise de conscience, et une prise de conscience collective, et une demande de la rédaction de mettre en place un projet qui ait ces considérations-là au cœur. Après, c'est évidemment toujours facile de changer les projets, c'est plus difficile de changer les fonctionnements. Quand on a travaillé pendant 20 ans d'une certaine manière, c'est compliqué du jour au lendemain de travailler un peu différemment. Quand on a travaillé dans son coin ou dans sa matière ou avec ses camarades, c'est évidemment compliqué de se dire du jour au lendemain « Ah ben tiens, je pense que quelqu'un à l'autre bout de la rédaction est aussi concerné par mon sujet, je vais aller le voir ou la voir, je vais lui demander de l'aide. » Parce qu'il faut avoir la modestie de constater qu'on ne maîtrise pas tout. Et ça, c'est compliqué aussi pour un journaliste. Le journaliste, il y a aussi le côté j'aime bien maîtriser, j'aime bien croire que je connais tout, etc. Or, en fait, non. Donc, il faut avoir le réflexe de s'adresser à un collègue, de demander de l'aide, de demander de la collaboration. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas hyper naturelles chez nous, mais qui, très franchement, au cours des 2 dernières années, ont fortement progressé en raison de ce travail de refonte du projet, et puis parce que les équipes qui ont été mises en place ont eu une espèce de feuille de route qui était beaucoup plus claire sur ces questions-là. Désormais, un responsable de service qui voit un journaliste arriver en lui proposant un truc qui le concerne, mais qui le concerne un petit peu à la marge, etc., il ne va pas l'envoyer paître, il va l'écouter. Alors, ça ne va pas toujours déboucher sur des articles à 4 mains ou ce genre de choses, mais en tout cas, on se parle, on s'informe, on travaille ensemble sur certains sujets, et je pense qu'on progresse véritablement. Alors moi, chaque jour, je suis énervé parce que je considère que les progrès sont insuffisants et qu'on devrait faire mieux, mais je trouve, quand on se retourne sur le chemin parcouru, ça bouge et ça bouge bien. Pour terminer cet épisode, il fallait que je fasse la comparaison entre Le Soir et son journal concurrent, La Libre. Écoutez. Le Pôle Planète au Soir, c'est 7 journalistes. Pour le côté environnement à La Libre, c'est seulement 2. Est-ce que c'est trop peu 2? Est-ce que c'est suffisant 7? Alors, j'ai l'habitude de dire à mon collègue on n'est pas assez. Donc c'est certainement pas assez d'avoir 7 personnes. Mais c'est un grand luxe d'en avoir 7. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment novateur chez nous. Et je ne me prononcerai pas sur ce qui se fait ailleurs, parce que la comparaison est difficile. Le Pôle Planète, il a une feuille de route, il a ce qu'on appelle un contrat de lecture qui comprend l'importance des rapports scientifiques, l'importance de la science validée, etc. L'une de nos démarches essentielles, c'est que dans la manière dont on travaille, on revient systématiquement, on remet en contexte les informations qu'on donne. C'est-à-dire que lorsque on parle, par exemple, de la politique énergétique de la Belgique, on rappelle régulièrement que notre objectif, c'est de décarboner entièrement notre demande énergétique, notre consommation d'énergie, et donc on qualifie d'une certaine manière les informations qu'on donne en disant est-ce que ça correspond à cet objectif de long terme en 2050 ? Est-ce que nous sommes dans la trajectoire ? Est-ce que nous sommes cohérents avec les engagements que nous avons pris ? C'est pas une présupposé idéologique, c'est simplement dire la Belgique s'est engagée à ça, et régulièrement, il faut qu'on qualifie les informations en voyant si elles sont effectivement en cohérence avec ces engagements-là et en cohérence, évidemment, avec la question de la science. Donc c'est important qu'on ait des gens qui travaillent ensemble dans cette démarche-là. L'énergie individuelle de chacun est renforcée par l'énergie des autres. Donc on est vraiment dans une démarche collective avec beaucoup de dialogue, et beaucoup de dialogue aussi sur cette importance de dépasser son petit précaré et de remettre ça dans une logique plus large. Après, on n'est pas assez, ça c'est clair. Et voilà, nous sommes déjà à la fin du 2e épisode de Déter. Sur la 2e page de mon petit carnet de journaliste qui s'intéresse aux questions environnementales, j'ai griffonné quelques réflexions. 1. Pour Michel de Mulenard, la première réponse à l'éco-anxiété, c'est le savoir et la compréhension de l'information. Ce qui peut rendre anxieux, ce serait l'incompréhension, le manque de repères. 2. La manière dont les journalistes travaillent aujourd'hui
doit évoluer si l'on veut traiter le sujet de manière transversale. C'est une préoccupation importante dans la rédaction du soir. Si avant le journaliste était plutôt individualiste et croyait pouvoir tout raconter lui-même, il doit aujourd'hui collaborer et admettre qu'il ne connaît pas tout. Et enfin 3, selon Michel de Mulenard, 7 journalistes pour un pôle planète, ce n'est peut-être pas encore assez en 2025, tant le sujet est large et complexe. Vous êtes pour le moment une 60aine à avoir écouté le premier épisode de Déter sur Spotify et YouTube, donc 60 fois merci à vous qui êtes Déter. N'hésitez pas à me faire des retours, à partager vos réactions et puis vos envies pour la suite de cette série. Tout cela, ça se passe sur les réseaux sociaux. À très vite pour l'épisode 3. C'était Cendric Evraerts, un journaliste Déter.